Moi, je vais faire un focus sur quelque chose de pratique dans cette grande sphère de social data. Il y a quelque chose qui est très important, qui est en train d'arriver, qu'on appelle le social messaging. Qu'est-ce que c'est le social messaging? Ce sont tous ces logos que vous connaissez très bien, qui sont à la fois les réseaux sociaux ou des applications de messaging qui permettaient jusqu'ici en masse aux clients, enfin aux gens de se parler entre eux, et vous le faites tous, hein, je pense que vous téléphonez moins. D'ailleurs, ce qui est frappant, par exemple, la station F, on est très très nombreux dans la zone chère, mais le téléphone, il sonne jamais, pratiquement jamais. C'est quand même étonnant. Avouez qu'il y a 10 ans, on vous aurait dit, vous êtes dans un open space avec 2000 personnes, vous vous dites, mon Dieu, il me faut un casque de chantier avec des écouteurs spéciaux. Ben, là, en fait, c'est très feutré. Tout se passe par petits messages. Et en fait, ça a évidemment une implication très importante pour le business, pour justement les data, les données non structurées aussi qu'on peut recueillir. Vous allez voir que ça se développe très très vite. Et en fait, au-delà des réseaux sociaux maintenant, qu'on connaît pour leur contenu, pour leurs posts, pour des mots-clés comme buzz, etc., il y a quelque chose qui est en train de se développer, c'est le transactionnel, le business là-dessus, la relation vraiment de consommateur à entreprise. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que ici sur la plaque européenne, on est évidemment dominé par des grands opérateurs américains, mais tout le monde regarde du côté chinois pour comprendre quels vont être les usages, non pas d'après-demain, mais de demain matin plutôt. Donc c'est très étonnant. Donc vous connaissez sans doute une bonne partie de ces logos, mais ça couvre l'ensemble des consommateurs. Tous les consommateurs ont leurs 2-3 applications favorites de ce côté-là. Si vous n'êtes pas convaincu des chiffres et vous n'êtes pas convaincu qu'il se passe quelque chose, je vous montre un peu ce qui se passe dans la partie immergée de l'iceberg. Parce que tout le monde entend parler évidemment de ce qui peut se passer sur la partie publique d'un Facebook ou d'un Instagram, mais finalement, on ne voit pas les volumes qui se passent dessous, c'est-à-dire la communication interpersonnelle. Je vais vous raconter une petite anecdote qui, moi, j'ai toujours en tête depuis le début de ma carrière. J'ai commencé en travaillant beaucoup avec ce qu'on appelait France Télécom à l'époque, qui est vite devenu Orange. Et je connaissais bien le directeur de la communication de France Télécom d'alors, et qui me racontait qu'il avait regardé l'histoire de l'opérateur et qu'il avait été très étonné de trouver dans les papiers des années 30 quelque chose qui disait que pour eux, l'avenir, c'était des services du type Allo Théâtre, dans les années 30. Dans les années 30, ils ne voyaient pas que le téléphone allait se développer comme un moyen massif de communication interpersonnelle, où on n'allait pas passer de une personne qui écoute une pièce de théâtre à distance, c'était un des usages innovants des années 30, c'est-à-dire donc on appelle le numéro de téléphone du théâtre et on est capable d'écouter la pièce de théâtre, à des millions de gens, des milliards de gens téléphonent pour un oui ou pour un non à d'autres gens. Ils n'arrivaient pas mentalement à voir ça. Donc là, ce que je vous montre là, c'est quelque chose qui s'est passé alors en 3-4 ans, c'est fulgurant, et ça se passe un peu sous la surface. Alors, c'est Monthly Active Users des grandes applications de messaging. Et encore, il n'y en a qu'une seule partie. Ici sont des B. Moi aussi, Gilbert, je fais des gros chiffres. Hein. C'est des milliards. Voilà. Et c'est quand même, on part de zéro. On part de zéro il y a moins de 10 ans. Et maintenant, on utilise ça 200 fois, 300 fois par jour. C'est ça dont on parle. Vous savez que sur les 10 applications qui sont les plus utilisées par les consommateurs, et là pour le coup, il y a une convergence entre les Européens, les Chinois, les Américains, les Indiens, le monde entier, c'est que on est toujours avec ça, on le sort la plupart du temps, on ne sait pas pourquoi on le sort exactement, c'est comme ceux qui comme moi ont fumé avant, on le sort mécaniquement, et puis on regarde 6 fois sur 10, une application de social messaging. On check ses messages, et 200 fois par jour, 300 fois par jour. Voilà. Là-dedans, vous avez évidemment celui qui a explosé, notamment au Moyen-Orient, en Europe du Sud, en Afrique, qui est en train de devenir une sorte de WeChat de ces zones-là. Vous avez Messenger qui est là, donc WhatsApp, Messenger. Là, vous avez le chinois WeChat dont on parlait tout à l'heure, effectivement, 1 milliard. Donc ce sont des chiffres colossaux.
Et imaginez derrière qu'il y a l'émergence donc de cette consommation au niveau mondial, qu'il y a de l'interpersonnel, donc un nombre de données mais extraordinaire chaque jour. Sur WhatsApp, on parle de plus de 600 millions de vidéos déjà échangées entre les utilisateurs par jour. Donc vous imaginez qu'avec les algorithmes puissants, ce qu'on peut analyser, ce qu'on peut en tirer comme conclusion sur tout ce que les gens voient, aiment, peuvent vouloir aimer, prédire, etc. Et alors la question que vous pourriez vous poser, donc c'est est-ce que, bon d'accord, les gens font ça entre eux, mais est-ce que ça a un impact sur la relation entre les entreprises et les consommateurs? Alors en Chine, on le sait, personne ne douterait, ne dirait le contraire. Par contre, on peut un peu se poser la question aux États-Unis, en Europe. Ben, les chiffres commencent à être assez éloquents de ce côté-là. Là, je vous donne simplement l'évolution d'un des canaux, un chiffre auquel on a eu accès. Donc en 2016, il y avait par mois 1 milliard de messages qui étaient échangés juste sur Messenger entre consommateurs et entreprises. Ça a doublé l'année suivante. Et au même mois, au mois de juin 2018, on était passé à 8 milliards x 4. Et là, en fin d'année, on a dépassé les 10. Donc vous voyez que ça suit une tendance exponentielle. Et de la même façon qu'on a une augmentation du nombre d'utilisateurs. En France, ça fait des chiffres aussi, même s'ils sont moins impressionnants que nos amis chinois, quand même intéressants, puisque vous avez par exemple 30 millions de comptes Messenger. J'aime beaucoup cette petite étude là, que publient nos amis de Harris Interactive tous les ans. Je vous conseille de la regarder régulièrement. Chaque année, ils font le point un peu sur les usages de social messaging, donc il y a des choses très intéressantes de ce côté-là. Ça, c'est la FEVAD aussi qui confirme aussi ce mouvement-là. Effectivement, les clients, là c'est sur l'aspect de contact au contact center des entreprises directement, donc une tendance d'accroissement de 15%, alors qu'on commence à noter une baisse lourde des canaux type téléphone, type email. Bon, c'est assez compréhensible, hein, parce que c'est pas très pratique sur un téléphone d'avoir une réponse en email à une question simple. Et puis on voit quand même donc une convergence avec les usages chinois qui, à mon avis, est intéressante. Bon, ben pourquoi est-ce que les clients ils adorent ce type de communication? Alors c'est intéressant parce que finalement ça a l'air évident, vous le faites tous. C'est un peu, vous faites de la prose sans le savoir, un peu les Monsieur Jourdain du messaging, mais en fait, c'est quand même un contrat de communication qui est assez différent. C'est asynchrone, c'est-à-dire que j'envoie un message, j'attends pas, mais de l'autre côté, dans l'entreprise, c'est pareil, il n'y a pas quelqu'un qui doit être là en permanence pour attendre qu'un consommateur précise sa pensée, il prend les messages au fur et à mesure. Donc, il n'y a plus d'attente ni de part ni d'autre. Il y a aussi un timing qui est différent, c'est-à-dire que c'est tout au long de la journée. Nous, les clients pour qui on travaille, on voit, même s'ils ne sont pas internationaux, qu'il y a un volume permanent, même pendant la nuit, de messages qui est envoyé. C'est-à-dire que le client, mentalement, il déstocke ses problèmes, il déstocke ses envies, il déstocke ses questions, et puis il passe à autre chose. Donc on a une sorte de zéro stock, on pourrait dire presque des questions. Il faut que ça sorte, et ça part. Et puis après, quand l'entreprise me répond, ben, j'ai le sentiment de reconnecter immédiatement au point où je l'avais laissé, et donc un sentiment d'efficacité, un sentiment de plaisir aussi qui est créé par ça. Il y a autre chose aussi, c'est le côté omnicanal et persistant, c'est-à-dire que je commence à poser une question sur un site web, je le retrouve ensuite sur mon mobile ou sur mon iPad, ça me suit, et surtout ça me répond à moi. Ce ne suis pas une adresse IP, là je suis, on a le lien avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que sur une application de social messaging, je suis une personne, je ne suis pas une adresse IP ou une statistique. Alors, ça va poser les questions évidemment de RGPD, ça va poser des questions de privacy, mais il y a un échange de valeurs là qui est extraordinaire. Et j'insiste là-dessus sur tout ce qui va se passer en social messaging, c'est que dès qu'une entreprise entame une conversation avec un consommateur, il donne ce qu'il a de plus précieux. Il donne son nom, son identité, un accès à son réseau,
quelque chose qui fait vraiment intimement partie de son identité, hein, pas simplement un numéro de téléphone, d'accord, pas simplement même une adresse email. Par définition, en social messaging, on est lié à d'autres personnes. Et cette connexion de ce réseau-là, c'est une composante de l'identité extrêmement précieuse que le client il est prêt à partager à un moment donné si on lui amène du service, si on lui amène quelque chose qui vaille cet échange-là. Alors, on a beaucoup parlé de chatbot, d'automation, d'intelligence artificielle, parce que, bon, comme les chiffres dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on est quand même dans le domaine du big data aussi, parce que il faut être branché sur Facebook, sur Instagram, sur WeChat, sur Apple Business Chat, sur SS. Ce sont des flux de données qui tombent en permanence sur nos plateformes, qui sont colossaux. Ce sont des données non structurées, il y a des images, il y a des textes, il y a de la novlangue, il y a des emojis, il y a toutes sortes de choses, ça se bouscule en permanence. Il y a beaucoup de bruit, il faut faire un tri en permanence. Donc on est obligé d'utiliser le meilleur de l'automation. C'est pas comme si on avait le choix. Donc c'est vrai que souvent dans les médias on entend parler, ou même dans la presse professionnelle, de pour ou contre ceci, les chatbots, l'IA, etc. Mais en fait c'est pas une option, c'est clairement pas une option. Si les clients veulent qu'on prenne leurs demandes, positives ou négatives, 24 heures sur 24, qu'on comprenne leur intention, 24 heures sur 24, qu'on se démène pour apporter le meilleur service avec un niveau d'exigence qui croît sans arrêt, c'est pas possible de le faire à la main, c'est juste pas possible. Donc il est clair qu'il faut utiliser des bots, dans un premier temps, pour faire le tri, et puis après, des chatbots pour essayer de qualifier des demandes quand c'est nécessaire, d'orienter les clients quand c'est nécessaire vers les bons services, etc., de les faire patienter simplement aussi, parce que le client est très exigeant, mais ce qu'on a vu aussi, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il se calme très vite aussi. Et si on montre qu'on est capable, qu'on s'est organisé, ça descend très très vite. Et là aussi, je vous ai mis des bouts d'études Médiamétrie et Harris Interactive encore qui ont travaillé dessus l'année dernière. Je trouve que c'est très intéressant. Très très rapidement, le consommateur final, il a mûri sur cette question-là. Il sait qu'il est bizarre, qu'il est paradoxal, il sait qu'il veut deux choses presque antinomiques, quoi. Il veut la super efficacité du self-care, de l'automation, et puis il veut une touche humaine, il veut être considéré comme quelqu'un, il veut être servi comme un client d'une marque de luxe, même si il achète quelque chose qui est beaucoup moins cher ou d'une marque beaucoup moins premium. C'est très très étonnant. Donc il faut utiliser ça, et il l'accepte déjà, et il attend qu'il y ait un bon mix qui soit trouvé. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi vous avez mis ça. Mais enfin tiens, ici on avait parlé de chatbot, et en fait il faut le voir comme... il faut voir les chatbots comme un outil pour aider les humains à être meilleurs à ce qu'ils sont, où ils sont les meilleurs, c'est-à-dire l'empathie, c'est-à-dire les problèmes complexes, hein, bien sûr. Mais il faut aussi les voir pour des outils qui permettent de trier, parce qu'encore une fois, social data, social messaging, on reçoit des masses de données en permanence, donc il faut, comme on dit en anglais, il faut cut the noise, il faut faire un triage monstrueux en permanence. Donc les bots peuvent nous aider aussi, simplement en posant des questions en amont aux clients. C'est quoi votre problème? Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que ça ne serait pas ça la solution? Enfin, il y a plein de choses. Et pour vous montrer, et alors c'est oui, pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce qu'on travaille beaucoup avec des groupes comme Facebook par exemple, et pendant longtemps c'est une personne extraordinaire qui est venue régulièrement ici, qui s'appelle Yann Lequin, qui est le patron de l'intelligence artificielle du groupe Facebook. Là, il a installé un laboratoire à Paris, on peut être fier de ça. Et il nous dit, bon, c'est vrai qu'il y a une très grosse méconnaissance de ce que c'est que cette technologie des chatbots. Alors, soit il y a une école qui s'en fait toute une montagne en se disant, voilà, on est à deux doigts de créer une machine qui est capable de passer le fameux test de Turing. Vous connaissez le test de Turing? Non. Alors, c'est marrant parce que l'adresse, vous l'avez vu ici, c'est place Alan Turing, ou parvis Alan Turing. Hein, c'est en hommage à cet Anglais qui a
participé au sauvetage du monde libre et puis en même temps qui a créé ce test. Et ce test est censé en fait permettre de savoir si une machine est vraiment devenue intelligente. Ben, vous savez quoi? Le test qu'il a inventé, c'est un test conversationnel, parce que très tôt, il a compris que la conversation, ben, ça n'allait pas être évident. Il y a beaucoup de choses, la plupart des choses qu'une machine est capable de faire, mais faire une conversation humaine, c'est pas simple. Et or, effectivement, dans beaucoup de services clients, bah, l'idée c'est d'arriver à faire un mix de services très rapides et de conversations qui semblent humaines. Et il y a à ce jour, aucune machine n'a réussi à passer ce test de Turing conversationnel. C'est vraiment dialoguer assez longuement avec un homme, pour vous faire court, sans qu'on puisse faire la différence. Et ça, ELISA, c'était le premier chatbot qui avait été créé par Weizenbaum dans les années 60. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on est très loin d'arriver à faire aujourd'hui un bot qui soit capable de remplacer un humain. Hein. Voilà. Donc je sais qu'il faut que j'avance vite. Pour refaire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur la Chine, je trouve ça très intéressant. Harris Interactive a fait au début de l'année une étude perspective 2028 sur la France et a demandé à un panel représentatif de Français, lui a proposé des scénarios d'usage, des mobiles, des applications de réseaux sociaux, de messaging, etc. Eh bien, devinez quoi? C'est quand même un modèle WeChat qui peut être résumé par une centralisation des fonctionnalités du quotidien dans une ou deux méga apps de social messaging qui a été élu. Donc, convergence de ce côté-là, et il est urgent de se préparer à ça. Et pour vous montrer simplement ce que nous on fait, hein, on va aller chercher dans tous ces points de conversation possibles, que ce soit public et privé, des demandes, des leads, toutes sortes de choses qui doivent être traitées par les entreprises. Aujourd'hui, c'est souvent traité en silo avec des outils différents. Ça ne permet pas de tout voir. Et on a mis, donc ça pose des problèmes avec des messages qui ne sont pas traités, c'est trop long, il y a des opportunités qu'on ne traite pas. Et nous, on se met là avec un outil qui est donc Alcméon, qui va permettre de tout prendre, de tout redistribuer, avec un mix intelligent qu'on peut construire progressivement avec le client de bots, de chatbots plus ou moins sophistiqués, et surtout en bonne intelligence avec les opérateurs humains, parce que c'est là qu'on va créer la magie.